Et c'est pour parler de Marguerite Duras, de la dernière Duras, le commencement de la fin, avec Sophie Bogart. Donc je vais principalement évoquer dans cette intervention la dernière Duras, en tout cas partir d'elle, celle sans doute qui se présente immédiatement à l'esprit de chacun d'entre vous lorsqu'on prononce son nom, Duras tel qu'on l'imagine, en quelque sorte. C'est non seulement la plus proche de nous chronologiquement, mais c'est aussi celle dont l'image est restée la plus forte, au risque sans doute d'éclipser toutes les autres Duras, si tant est qu'il y en ait, pour ainsi dire, plusieurs. Cette dernière Duras apparaît souvent comme la caricature de celle des origines, la même, en somme, avec en moins le sens de la nuance, de l'écoute et de la demi-teinte. Celle qui est donc en quelque sorte immortelle, puisque son image, son cliché peut-être, est encore si vif. De fait, il semble que toute son œuvre, des personnages de ses fictions jusqu'à ses propres commentaires sur son travail, se construit sur le refus de finir et sur une sorte d'éternité autoproclamée. On tentera alors de voir comment cette œuvre, qui est obnubilée par sa fin, fait de la perspective de la disparition en réalité son aliment, son feu, son désir central et peut-être son principe même. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la dernière Duras ? En général, on fait référence, c'est une expression qui est admise et qui est couramment utilisée, on fait référence en général donc à la partie de son œuvre qui est postérieure à 1980, c'est-à-dire une œuvre pour le coup essentiellement livresque, même si elle est encore parsemée de quelques films, quelques pièces, mais à la marge, contrairement à la décennie 70, qui était essentiellement consacrée au cinéma. C'est dire tout de même 80-96, ces 16 dernières années de création sur environ 50, ce qui est quand même beaucoup, avec une vingtaine de livres publiés, ce qui est aussi relativement considérable. Alors cette dernière Duras, c'est celle qui, après une interruption donc de presque 10 ans dans l'écriture de fiction, recommence à écrire à l'été 80, lorsque le jeune Yann Lemay, bientôt rebaptisé par elle Yann Andrea, fait irruption dans son appartement des Roches-Noires à Trouville pour ne plus quitter sa vie ni son écriture. Cette dernière Duras, c'est donc celle qui connaît une sorte de nouvelle jeunesse, un nouvel amour en tout cas, et les illusions qui l'accompagnent. C'est le début de ce qu'on appelle parfois le cycle atlantique, c'est-à-dire une série d'ouvrages parfois désignés génériquement comme des romans, parfois pas, qui puisent largement dans la vie de l'auteur, qui entrelacent la fiction, un genre mélangé dont on dit parfois qu'il aura donné le coup d'envoi de l'autofiction à la française et que Duras appelle simplement écriture. De l'été 80 en 80 à Yann Andrea Steiner en 1992, Yann est donc une figure centrale de ses livres. Mais c'est aussi l'époque de ses recueils Outside en 81, Le Monde extérieur en 93. Donc, durant cette période, Duras écrit aussi sur le dehors, vers le dehors, et pas uniquement sur l'intime. Et c'est également l'époque où paraissent deux recueils plus réflexifs de commentaires sur son œuvre propre, sur sa démarche de créatrice, La vie matérielle en 86 et Écrire en 93. Enfin, et surtout, 1980, c'est l'aube d'une décennie qui, pour l'auteur de presque 70 ans, alors à 70 ans en 84, va être celle de la reconnaissance et même de la gloire, voire de la starisation. L'écrivain, jusqu'ici mal aimé, souvent considéré comme aride, dont l'écriture est dite dépouillée, trop intellectuelle, devient, avec le Goncourt en 84, attribué à l'amant, un auteur populaire, donnant tout son sens à la formule heureuse d'Alain Robbe-Grillet, qu'il avait un jour qualifiée d'Édith Piaf du nouveau roman. L'amant consacre l'apparition de ce qu'elle nomme écriture courante, un style qui cherche à rejoindre la fluidité de la vie, à mimer le jaillissement spontané de l'oralité. Enfin, presque en même temps, elle réinscrit son œuvre dans la grande histoire en publiant La douleur, récit saisissant de l'attente qui a été la sienne durant la déportation de son époux Robert Antelme entre juin 1944 et mai 1945. Alors que dire de cette dernière période dont on voit qu'elle est très diverse, multiple et à la fois cohérente dans ses productions. En tout cas, une chose est sûre concernant justement l'unité et la cohérence de cette longue dernière période, c'est que c'est celle où l'éthos de Marguerite Duras se fixe durablement, pour ne pas dire définitivement, dans l'esprit des lecteurs et même des non-lecteurs. C'est l'époque où elle passe définitivement de l'ombre au feu de la rampe, où son visage détruit, comme elle le qualifie dans L'Amant, sa voix si singulière, ses regards, son rire communicatif et surtout ses fameux silences,
s'impose dans le paysage médiatique jusqu'à une certaine saturation. La pitié Duras, bien campée dans ses bottines et son col roulé, exaspère désormais au moins autant qu'elle fascine, à coups d'affirmations péremptoires, de formules oraculaires et de prises de position qui semblent autant de postures. Elle suscite désormais le rejet ou la parodie, dont les plus fameuses seront celles de Patrick Rambaud dans ses pastiches Mururo à mon amour et Virginie Q. On garde également en mémoire les mots de Pierre Desproges en 86 sur l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Son incontestable charisme médiatique, son rapport à la célébrité, souvent perçu comme déraisonnablement narcissique, son franc-parler vu comme de l'impudeur, tout cela pousse l'image de l'auteur Duras à s'interposer de plus en plus entre le livre et son lecteur. Elle est devenue la Duras, ainsi que la désigne Jacques-Pierre Hamette dans Le Point en 83. La syntaxe durassienne devient une petite musique familière et on commence à remarquer, dans la presse comme dans la production littéraire du moment, un certain phénomène de mimétisme. On se met à faire du Duras. Mais plus problématique peut-être, c'est aussi le moment où on commence à observer que Duras elle-même fait du Duras. Le moment où elle irait, comme l'écrit Jean-Claude Lamy dans le Figaro littéraire, au-delà d'une légende, c'est-à-dire vers la caricature. Il écrit ça au moment où elle publie Écrire en 93. Et c'est vrai qu'écrire, il faut reconnaître, porte à son comble le goût de Duras pour la formule lyrique, généralisante ou sentencieuse. Par exemple, ça rend sauvage l'écriture. Et sa fascination pour ce qu'elle appelle l'intraduisible de la vie. On ne peut pas écrire là-dessus, ou bien on peut écrire sur tout. Du fait de cette mise en scène, de cette dramaturgie véritable qui va jusqu'à affecter le corps même de l'écrivain et son look, comme il l'écrit dans La vie matérielle, est-ce que le mythe Duras alors dépasse l'auteur? Est-ce que la statue de la dernière Duras ne fige pas à jamais la femme vivante et son écriture en mouvement? C'est tout. Recueil de propos consignés par Yann Andrea dans les derniers mois de la vie de Duras, paru en 95, quelques mois avant sa mort, interroge plus encore le mythe ou le naufrage de l'œuvre ultime. Ce livre, qui est emphatique dans son titre comme dans son contenu, serait-il, selon la formule de Josiane Savigno en 95, le livre de trop? Est-ce qu'on n'aurait pas affaire ici, dans cette démesure prophétique, à une forme de sublime sénile, tel qu'il a été évoqué au cours de ce cours? Et la dernière Duras, alors, ne serait-elle que sénile, forcément sénile? Mais y en a-t-il une de dernière Duras? Cette dernière Duras qu'on vient de tenter de caractériser, est-ce qu'elle existe? Si on peut parler de la Duras, est-ce que ça n'est pas plutôt d'une Duras éternelle et constante qu'il s'agit, au-delà des variations de surface? Car il nous faut observer que l'un des textes les plus remarquables de cette dernière quinzaine d'années, La douleur, reprend, non pas littéralement, mais néanmoins d'extrêmement près, des textes commencés en 1946-47. Cette genèse de l'œuvre évoquée par Duras lors de la parution en 85 de La douleur a été confirmée et précisée par celle des Cahiers de la guerre dont j'avais assuré l'édition avec Olivier Corpet en 2006. On peut s'interroger d'abord sur ce qui explique chez l'auteur goncourisé le désir d'explorer à nouveau ces fameuses armoires bleues, d'en exhumer ces manuscrits vieux de 40 ans. Peut-être que l'âge, pour le coup, a une action désinhibitrice, une forme de liberté qui l'aurait autorisé à parler de ce qu'on voulait taire, comme elle le confie à Marianne Alphand dans Libération. C'est peut-être aussi sa peur d'oublier, liée à la conscience de la proximité de sa propre disparition. « J'ai eu peur, dit-elle, qu'il soit perdu quand je mourrai, que le manuscrit disparaisse. » Enfin, cette initiative trouve sans doute aussi sa source dans la dégradation de l'état de santé d'Anthelme lui-même, celui dont l'absence est l'origine même de la douleur, ce fantôme, cette obsession autour de laquelle s'organise tout le récit, est en train de disparaître pour toujours. La douleur, texte de guerre, récit d'un drame historique et d'une souffrance intime, est aussi un texte d'amour et une conjuration de la fin. Mais au-delà de l'initiative elle-même de reprendre ces textes, ce qui frappe encore aujourd'hui et qui a frappé alors, c'est la permanence du style durassien. On trouve déjà dans les ébauches de La douleur rédigées en 1946 et retrouvées dans les Cahiers de la guerre, les caractéristiques de ce dernier style que Gilles Philippe a résumé ainsi, vraiment résumé, le « vous », le « c'est », le verbe « dire », le ressassement, les phrases courtes qui débordent le point, l'incongru.
au point que plusieurs critiques, au moment de la parution, ont douté de l'authenticité de cette genèse revendiquée par l'auteur, tant l'actualité de cette dernière sautait aux yeux. Frédéric Fernet écrivait ainsi dans le Nouvel Observateur : « On admettra avec un soupir d'admiration cette prose sitôt achevée et moderne, et on s'étonnera à peine que ce soit déjà beau comme du Duras. C'est bien elle, son amour de soi féroce, son style éreinté et luxueux, ses sereines impudeurs, sa souffrance. Les sceptiques auront du mal à croire qu'elle n'a pas retouché ses pages, car la douleur sent son encre d'aujourd'hui. » Et de fait, sur le plan thématique, cette fois, s'il y a deux périodes qui n'ont cessé de peupler et de donner forme aux œuvres de Duras, c'est bien celle de la guerre et celle de l'enfance, dont elle souligne souvent la surprenante parenté. « Je vois la guerre, écrit-elle dans l'amant, sous les mêmes couleurs que mon enfance. » Pour Duras, en effet, le temps de l'enfance et celui de la guerre ont ceci de commun qu'ils imposent l'expérience de la soumission et poussent à une révolte dont l'écriture se fait l'instrument. Ainsi, l'évocation du passé n'a rien à voir chez Duras avec une quelconque nostalgie. Elle s'enracine au contraire dans le présent, le plus actuel, puisque l'enfance comme la guerre sont un temps inépuisable, inouï. Alors Duras est-elle tout simplement Duras, de toute éternité, figée dans sa prose ? Ou alors, le style tardif de Duras serait-il l'essence même de son style des origines, enfin nu, à l'os ? Ou encore, finir, pour Duras, signifierait-il revenir au commencement, autrement dit, retomber en enfance. Car, on le sait, le motif de la boucle est consubstantiel de l'œuvre de Duras. Elle s'est déployée par cycles, cette œuvre, successif. On a parlé du cycle atlantique, mais la critique distingue aussi le cycle indien, le cycle indo-chinois, etc. À l'intérieur même de cette macrostructure, on a souvent observé que la petite musique du style durassien s'organisait en ritournelles, répétitions, reprises et variations. Une œuvre qui procède ainsi sur les plans thématiques comme stylistiques serait-elle donc par définition, par vocation même, sans début ni fin, sans linéarité, sans évolution, sans progrès ? Un sketch en forme de fausse publicité de Jacques Martin dans les années 80 rend bien compte de cette impression que l'œuvre suscitait déjà. Jacques Martin singe l'écrivain lisant à voix haute ce qu'elle écrit. Elle dit, il la regarde dire, elle voit qu'il la regarde dire. Puis on entend le slogan « Les piles Duracell, elles durent vraiment plus longtemps ». Les manuscrits eux-mêmes témoignent de cette activité de reprise incessante, jusqu'à emplir les marges de l'exemplaire d'un livre déjà publié qui se trouve dans les archives de l'auteur conservées à l'IMEC. Donc, après réception de l'ouvrage imprimé, elle continue dans la marge à la noter, à reprendre. Et ce processus, sans doute, trouve son apogée avec Jan Andreas Steiner en 92, avec une première version publiée le 9 juin 92, une deuxième version le 24 juin 92, une troisième version le 7 juillet, avec cette fois la mention « version définitive », au soulagement, on l'imagine, de l'éditeur. Bref, ça n'en finit pas de finir. Et d'ailleurs, Duras elle-même meurt et ressuscite. En 10 ans, elle sort 2 fois du coma et revient d'entre les morts. Sa personne comme sa création sont donc des sortes de phénix qui ne connaissent de fin que temporaire pour mieux revenir et poursuivre l'œuvre commencée. Comme si tout en elle refusait la notion même de terme définitif, ce qu'elle explicite d'ailleurs au sujet notamment de la figure de Théodora qui traverse son œuvre. Sur ce roman resté inédit, commencé en 1945, Duras reviendra à 6 reprises en 40 ans, avant de le désigner comme inachevé, inachevable, dans Outside en 81, ce qui veut plutôt dire chez elle inépuisable, puisqu'elle continuera de le reprendre jusqu'en 92. Cet inépuisable, c'est aussi celui de la scène primitive, qui fait qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour, d'en épuiser le pouvoir de fascination. La photo absolue de l'amant, celle qui n'a jamais été prise mais que chacun a en mémoire, la jeune fille sur le bac indo-chinois avec son chapeau d'innocence et d'enfance, irrigue une grande partie de l'œuvre autobiographique de Duras. L'image commence bien avant qu'il ait abordé l'enfant blanche près du bastingage, au moment où il est descendu de la limousine noire, quand il a commencé à s'approcher d'elle et qu'elle, elle le savait qu'il avait peur. Dès qu'elle a pénétré dans l'auto noire, elle l'a su, elle est à l'écart de cette famille pour la première fois et pour toujours. La conscience d'exister pour autrui en tant qu'individu, bien sûr j'ai cité l'amant, vous l'aurez reconnu, et le regard rendu, retourné à travers la contemplation du corps de l'autre, trouvent leur accomplissement dans le récit.
C'est énoncer ce moment qui fait événement, c'est l'écrire. Si l'écriture rejoue inlassablement la scène, c'est pour sentir et faire sentir la jouissance de l'événement unique, premier, radical. Réécrire, dans ce cas, ce n'est pas répéter, mais tâcher d'approcher par les mots ce qui, sans doute, est la seule vraie première fois, celle où, par la grâce du désir amoureux, naît l'intuition, comme elle l'écrit dans L'amant de la Chine du Nord, de la forêt de l'écrit à venir. Cette écriture de la stupéfaction culmine enfin dans les toutes dernières productions durassiennes avec l'évocation récurrente, pour ne pas dire obsessionnelle, de la Shoah. La Shoah, l'archétype même de l'indicible, indépassable, inexprimable. L'indicible est le nom de l'infini chez Duras, de ce qui échappe, de ce dont on échoue à faire le tour, et ce que l'écriture a vocation à explorer, à réverbérer inlassablement. Le risque est alors que cette attirance pour l'indicible frappe la littérature de mutisme et que celle-ci devienne ravissement, pure incantation. C'est alors une littérature comme subjuguée par elle-même, par sa propre capacité à dire, à nommer, qu'on ressent parfois dans les derniers textes de Duras, avec cette fascination onomastique, par exemple, pour le nom de Stein ou celui de Theodora Katz. Mais pourtant, malgré la raréfaction du vocabulaire, le ressassement, voire le bégaiement de la phrase, il n'y a pas de terme à l'entreprise littéraire, mais une sorte d'assignation à une finalité par définition inaccessible, celle de dire sans fin ce qui ne peut pas avoir de fin. L'origine de la narration même, et par réverbération donc, frappée de la même infinité. C'est la figure d'Aurelia Steiner, par exemple, juive, survivante, qui porte la parole perdue de l'indicible martyr juif et qui termine chacun de ses textes par l'évocation de son âge, qui pour Duras est celui de l'éternité. Je m'appelle Aurelia Steiner, j'ai 18 ans, j'écris. Une sorte d'anti-adornisme, pour le coup, qui fait qu'on n'a jamais fini de dire l'impossibilité de le dire. Et nombre de ces personnages durassiens se font aussi l'instrument de ce refus de la fin, en se donnant pour mission le refus de l'oubli, comme l'héroïne d'Hiroshima, Mon amour, par exemple, qui s'obstine à se souvenir de sa jeunesse à Nevers, de son amant allemand tué à la Libération, de sa propre humiliation. Il y a un refus de la consolation chez beaucoup de personnages de Duras, puisque, en définitive, celle-ci, la consolation, signifierait consentir à l'annihilation. Ça représenterait la vraie perte définitive, celle-ci. Ce néant serait la déréliction complète, serait le pire, à l'image d'Elisabeth Allione dans Détruire, dit-elle, dont Duras écrit « Elle regarde le vide. C'est la seule chose qu'elle regarde. Mais bien, elle regarde bien le vide. » Invoquer le passé, donc, c'est prolonger l'existence de ce qui a eu lieu, c'est là encore conjurer la fin. Mais par-dessus tout, peut-être que la principale raison pour laquelle ça ne peut pas finir tient à la confusion entre la personne et l'écriture qui est caractéristique de cette dernière Duras. En 1999, après sa mort, Yann Andrea disait à Bernard Pivot de cette confusion que c'était à la fois passionnant et épuisant parce que ça s'arrêtait jamais. Et en effet, l'écriture se confond, dit Duras, avec la vie même. Pourquoi alors arrêter d'écrire, puisque c'est un non-travail? Écrire, écrit-elle dans Les yeux verts, c'est atteindre le non-travail. Le texte, l'équilibre du texte, c'est un espace en soi qu'il faut retrouver. Donc le travail ici ne s'oppose pas au divertissement. Le non-travail n'est pas de l'ordre du lâcher-prise. C'est une démarche volontaire, ou en tout cas, si le lâcher-prise peut être de l'ordre d'une démarche volontaire, une démarche active de creusement en quelque sorte. Ce serait retrouver cet espace en soi, retrouver quelque chose qui fait partie intégrante de l'intime, qui est constitutif du soi. Et au-delà même de sa personne, l'ultime Duras ira jusqu'à vouloir confondre son écriture et la littérature, comme le suggère ce dialogue dans C'est tout. Yann Andrea l'interroge « Vous êtes qui ?» MD, Duras, c'est tout. Yann Andrea, elle fait quoi Duras? MD, elle fait la littérature. La fin de Duras serait ainsi la fin de la littérature, ce qui représente un enjeu assez considérable, on en convient. Comment finir alors, puisque Duras fait la littérature, pour ne pas dire est la littérature? Plus sérieusement, la profession de foi de la collection Outside, qu'elle crée chez Paul au début des années 80, explicite cette dimension de la littérature qu'elle aspire à écrire comme à publier.
Il s'agit d'une littérature qui appelle la lecture illimitée, celle qui ne s'arrête pas avec la fin du livre. Contrairement à la linéarité du roman classique balsacien, je la cite toujours, il s'agit de livres ouverts, inachevés, qui en dernière instance visent à un monde en devenir qui ne cesse jamais de bouger. C'est aussi la lecture qu'elle appelait de ses voeux pour l'amant, comme elle le disait encore à Marianne Alphand en 85. Quand le livre est fermé, aucune histoire ne prend fin, ni celle de l'amant, ni celle du frère, ni celle des ciels, des voyages, des départs. C'est le livre qui est fini. Son contenu n'est pas susceptible de finir puisqu'il n'a pas été raconté. L'amour dans la ville chinoise, ce ruissellement de jouissance dans la chambre, c'est pas l'histoire, c'est ce qui se voit et ce qui se vit. L'autre lecture, celle qui ne se voit pas, est bien plus profonde. La fin, autrement dit la fixité ou la mort, ne peut pas concerner la littérature. Le livre refermé se poursuit dans l'esprit du lecteur. À travers cette évocation blanchotienne d'un livre toujours à venir, Marguerite Duras porte le fantasme d'une œuvre qui continuerait de s'écrire une fois terminé le travail de l'écrivain. Alors, en effet, comme elle le dit toujours à Marianne Alphand, « Morte, je peux encore écrire ». Ce qui fait l'illimité de la littérature, c'est donc le lecteur, le mouvement perpétuel, la circulation ininterrompue entre lui et le texte. Mais la négation de toute fin qu'on vient de voir à l'œuvre dans la création durassienne a peut-être encore un moteur plus souterrain, plus dialectique. Car Duras, dont l'écriture se déploie après la Seconde Guerre mondiale et y puise une part de son aliment, est consubstantiellement une écriture des décombres. S'il n'y a pas de fin, ça n'est pas seulement parce que cette perspective est insoutenable, c'est peut-être surtout parce qu'elle a toujours déjà eu lieu et qu'elle est la condition même de la création. Du moment qu'on est perdu et qu'on n'a donc plus rien à écrire, à perdre, on écrit, dit-elle dans Écrire. Elle écrit aussi dans L'Amant, « Ils sont morts maintenant, la mère et les deux frères. Pour les souvenirs aussi, c'est trop tard. Maintenant, je ne les aime plus. Je ne sais plus si je les ai aimés. Je les ai quittés. Le rire, je ne l'entends plus, ni le rire, ni les cris. C'est fini, je ne me souviens plus. C'est pourquoi j'en écris si facile d'elle maintenant, si long, si étiré. Elle est devenue écriture courante. Il faut que quelque chose meure pour pouvoir advenir à soi-même. La mère n'a pas disparu puisqu'elle est devenue le sujet de l'écriture et même sa forme. Cette transmutation quasi alchimique de la mère en mots est la source de cette écriture courante, vive et jaillissante. Mais cette opération de transmutation, Duras la décrit aussi comme un massacre. Pour qu'un nouveau texte advienne, il faut massacrer le précédent, comme les yeux bleus, cheveux noirs ont pu naître de la destruction, de la maladie, de la mort. Dans ce dernier cas, c'est une destruction purement littéraire, mais Duras va plus loin en affirmant que l'écriture est une destruction de la vie même. Toute figuration, pour elle, est une défiguration. Elle écrit ainsi dans Jan Andreas Steiner, « On ne connaît jamais l'histoire avant qu'elle soit écrite, avant qu'elle ait subi la disparition des circonstances qui ont fait que l'auteur l'a écrite. Et surtout, avant qu'elle ait subi dans le livre la mutilation de son passé, de son corps, de votre visage, de votre voix, qu'elle devienne irrémédiable, qu'elle prenne un caractère fatal, je veux dire aussi qu'elle soit dans le livre devenu extérieur, emportée loin, séparée de son auteur et pour l'éternité à venir, pour lui, perdue. » Cette conscience de l'écrivain qui détruit le réel pour en faire de la littérature, ou l'absence de réel, est partagée par nombre des personnages durassiens, et c'est aussi ce qui leur confère leur caractère essentiellement tragique. Là, je cite le critique Jean Cléder, qui dit la chose suivante, « Jamais ceux-ci, les personnages, ne sont vraiment enfermés dans un système narratif produisant des relations de cause à effet, comme dans la plupart des fictions. Une détermination première les pousse vers un terme connu d'avance, voire accompli avant le commencement du récit. Dans Hiroshima, les personnages savent à l'avance qu'ils devront se séparer à la fin. Dans India Song, Anne-Marie Streeter ne meurt pas parce qu'elle est morte avant le commencement. Et le couronnement de ce principe évoqué par Cléder est évidemment achevé avec Son nom de Venise dans Calcutta désert, ce film post-apocalyptique en quelque sorte, sans personnage aucun, peuplé de leur seule voix qui hante le palais dévasté où l'histoire, si elle a un jour eu lieu, est finie depuis longtemps. Dans ces œuvres, la fin est en quelque sorte enchâssée dans l'œuvre même, sa condition d'existence. Il y a œuvre parce que la fin est déjà advenue.
Tout est déjà trop tard, ne reste que l'écriture, la trace, la mémoire de ce qui a été ou n'a pas été. Tout est fini, il ne reste donc plus que l'essentiel. Il n'y a plus rien à voir, écrit-elle, que le tout. L'œuvre de Duras, on le sait, est hantée par des figures de survivantes qui ont trouvé leur substance même dans les ruines de leurs mois dévastés, l'Olwe Stein, bien sûr, toutes les Aurelia Steiner et Émilie L. Dans La vie matérielle, je cite encore, Duras dit « Écrire, ce n'est pas raconter des histoires, c'est le contraire de raconter des histoires. C'est raconter une histoire qui en passe par son absence. L'Olwe Stein est détruite par le bal de Estella, l'Olwe Stein est bâtie par le bal de Estella. » De même, l'impossible est-il la marque même de l'amour durassien, on le sait aussi. Célébrer l'amour, c'est jouir de la possibilité de sa fin et même la rejouer sans cesse, à l'image des personnages de la Musica deuxième. Les mots de la rupture sont ceux mêmes de l'amour, comme on le lit dans cette lettre de Marguerite Duras à Yann Andrea. C'est fini. Ça ne paraissait pas possible. Vous le savez, l'éternité a été inventée par moi. Vous n'en connaissez rien. Partez. Un beau jour vous viendra la nostalgie de cela que vous dites invivable, ridicule, de l'absolu qui a été tenté ici. Et on peut aussi bien rappeler que l'hymne de la rencontre amoureuse, structurellement improbable entre Yann et Marguerite, la chanson qui pour eux célébrait l'incandescence des débuts amoureux, c'était « Capri, c'est fini ». On voit ici l'intérêt de la lecture de Julia Kristeva qui soulignait à rebours de tous ceux qui veulent voir chez Duras la nostalgie, la déploration, voire la complaisance. Kristeva qui soulignait donc que c'est au contraire une écriture non cathartique. Elle écrit ça en 87. Car l'écriture est impuissante à faire le récit du vécu comme à en réparer les lacunes. Elle se développe précisément là où la vie manque, là où la satisfaction fait défaut. L'écriture n'a pas vocation compensatrice, ne remplace pas ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas eu lieu, mais prend place sur ce vide, existe grâce à lui. C'est par le manque qu'on dit les choses, dit-elle dans une interview de 81 qui a été publiée en 2014, Duras. C'est par le manque qu'on dit les choses, le manque à vivre, le manque à voir. C'est par le manque de lumière qu'on dit la lumière, et par le manque à vivre qu'on dit la vie. Et cette citation fameuse de l'été 80 qui dit très bien cela aussi, je me suis dit qu'on écrivait toujours sur le corps mort du monde et de même sur le corps mort de l'amour, que c'était dans les états d'absence que l'écrit s'engouffrait pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu ou supposé l'avoir été, mais pour en consigner le désert par lui laisser. C'est ce que Jean Cléder définit, à nouveau lui, comme la dimension inchoative de l'écriture durassienne, c'est-à-dire une écriture qui donne à n'importe quelle fin cette qualité particulière de quelque chose qui commence. Par un renversement qui n'a donc rien d'habile ni d'intellectuel, mais où tout est expérimenté dans et par l'écriture, la fin chez Duras est envisagée comme un commencement et devient l'objet, le moteur, la raison d'être de la création. Comme le dit la vieille dame du film Le Camion, « Regardez, la fin du monde, tout le temps, à chaque seconde, partout. » Je voudrais terminer, s'il me reste une minute, par une simple citation d'un passage que j'ai toujours trouvé presque hallucinatoire de l'été 80, qui condense dans un vertige assez étourdissant le passé, le présent, Trouville en 80 et Cabourg en 1910, Duras et Proust, Loll et Albertine, réalité et fiction, fin, commencement et éternité du geste d'écrire. Les familles font des pique-niques dans les abris de Caux, dans les garages de poids lourds, les hangars bombardés du vieux port de Honfleur, dans la rouille, les orties, les dépôts de butane, les cabines de bain, les chantiers. Que sont les soirées devenues, oisives et lentes de l'été, étirées jusqu'à la dernière lueur, jusqu'au vertige de l'amour même, de ses sanglots, de ses larmes. Soirées écrites, embaumées dans les cris, dorénavant, lecture sans fin, sans fond. Albertine, André étaient leurs noms, qui dansaient devant lui déjà atteints par la mort et qui cependant les regardaient, et qui cependant qu'il était là devant elles, déchirés, anéantis de douleur, écrivaient déjà le livre de leur passé, de leurs rencontres, de leurs regards noyés qui ne voyaient plus rien, de leurs lèvres séparées qui ne disaient plus rien, de leur corps embrasé de désir, le livre de l'amour ce soir-là à Cabourg.
brutal et maintenant la venue de la nuit, restent ces casinos défunts, le vide monumental de leur salle de bal. Merci. Merci beaucoup pour avoir parlé de la dernière Duras. Moi, la dernière Duras, c'est au fond celle que je connais le moins. Il y a un moment, j'avais envisagé de faire une thèse sur Duras, mais c'était avant la dernière Duras. C'était au milieu des années 70. Et au fond, alors là, c'est justement cette illusion rétrospective qu'on peut avoir. La dernière Duras n'était-elle pas, je crois que c'est un peu ce que vous avez montré, n'était-elle pas déjà là, comme dans le constant mouvement de répétition de genre à genre et de forme à forme dans la première ou dans la deuxième Duras? Je pense en réalité évidemment qu'il y a une continuité et qu'il y a une Duras, mais ce qui est amusant, c'est ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'effectivement, les gens qui auraient fait leur thèse sur Duras au milieu des années 70 sont très différents de ceux qui ont fait leur thèse sur Duras dans les années 80 ou 90. Je pense qu'il y a une rupture, en tout cas, dans la perception de l'œuvre et de l'auteur. Oui, absolument, absolument. Et c'était à l'époque, au milieu des années 70, ce qui était passionnant, c'était la réécriture de genre à genre. C'était la transformation du roman au théâtre, au cinéma, et la constante reprise, mais de genre à genre. Et moins ce qui s'est produit dans la dernière période. Puis vous écoutant, je pensais aussi, alors parce qu'en ce moment je suis tout à fait plongé, pour d'autres raisons, dans Colette, à la dernière Colette, chez qui on retrouverait peut-être un peu des mêmes dimensions de légende et de caricature dans les 15 à 20 dernières années, avec une Colette que l'on pouvait pasticher, qu'il a été à ce moment-là, et qui était devenu une sorte de monument. Oui, c'est la rançon de la gloire en quelque sorte. Mais c'est sans doute la rançon de la gloire aussi. Enfin, c'est une contrepartie. De la gloire, mais aussi d'une œuvre qui se prête à cette comment dire, à ce caractère légendaire et reproductible, y compris et reconnaissable. Oui, la singularité de Duras par rapport à Colette, sans doute, c'est qu'elle a largement et consciemment contribué à forger sa propre légende, enfin à se poser elle-même comme légendaire, notamment dans cette indistinction entre sa vie, son écriture, en interposant sans arrêt comme ça sa personne et son personnage entre son œuvre et le lecteur. Oui, donc gérant comment dire, de manière plus maîtrisée, parce qu'il y a aussi cette dimension de l'autofiction dont on a beaucoup parlé depuis, qui est dans cette dernière période beaucoup plus explicite et assumée. Oui, mais je pense que c'est pas pour autant que c'est maîtrisé, et à mon avis, ça l'a très largement dépassé, et notamment ce rapport aux médias. Je pense que c'est quelque chose qui l'a dévoré en définitive, qu'elle a cru maîtriser et dont elle a cru jouer, mais à mon avis, ça s'est retourné contre elle, je pense. Oui, qui l'a dévoré aussi. Oui, tout à fait. Bien, je crois que nous devons arrêter pour la matinée en vous remerciant beaucoup.